Alors, à la lumière de ce que vient de dire Jacques et le ministre du Développement économique en Russie, plutôt, euh, la référence que je faisais à son citation à propos des analystes occidentaux venant des grands groupes et ceux qu'ils comprennent au développement de l'économie russe, il y a une certaine partie qui est vraie dans cette estimation, mais notre séminaire et d'autres contacts entre les experts visent surtout au niveau détaillé la compréhension, la meilleure compréhension de ce qui est en train de se passer dans nos économies. Et il faut admettre que les évolutions des 2 dernières années ont été très significatives et j'aime bien présenter l'évolution économique avec des graphiques tels que celui-ci. Donc, tout d'abord, le changement, l'évolution dans les méthodes d'évaluation du PIB, les grands changements structurels auxquels on assiste en économie russe et en économie globale. On a une situation qu'on pourrait qualifier du fait que l'Union soviétique et la Russie, ce sont des pays avec un passé imprévisible. Parce que, par exemple, l'évolution du PIB qu'on a eu au mois de décembre 2023 a démontré que nous avons sous-estimé ce qui était en train de se passer en économie nationale en 2021 et 2022. Donc, tout d'abord, regardez l'année 22, c'est la sortie de l'économie russe de la crise de la pandémie de la COVID-19 et nous avons 6%. Voilà, l'estimation 5,99 pour le PIB national. C'est le meilleur résultat de l'économie russe sur les 15 dernières années. C'est une croissance très importante et elle est poussée surtout par la consommation des, voilà, des loyers. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien de spécial, mais il y a eu une impulsion, une poussée budgétaire faite par le gouvernement pendant la période de la COVID-19 et cela a permis aux, aux citoyens russes de voir une demande assez grande. Donc, il y a eu aussi une croissance des investissements et des exportations. Ce sont les facteurs principaux du développement économique après la COVID-19. Et avec ces chiffres, on pouvait prévoir des tendances de croissance assez positives en 2023 et 2024. Mais on comprend bien que les grands changements dans la relation avec le monde extérieur suite aux sanctions, c'est un choc qui n'était pas lié à la conjoncture tout comme la pandémie et personne ne pouvait bien estimer et prévoir ce qui allait se passer. Donc nous nous rappelons des estimations du premier et deuxième trimestre de l'année 2022. Il y avait d'autres estimations un peu plus modestes qui estimaient donc, à 5-6%. Nous avions également des estimations assez proches. À la fin de l'année, on avait des chiffres à 2, 2,3. Et maintenant, nous voyons qu'est-ce qui s'est passé en réalité. En fait, on a vu une décroissance de 2,2%. Donc, c'était
pas très grave, je dirais, comme décroissance. Et c'était lié aux facteurs qu'on comprend très bien. Tout d'abord, euh, c'est le rétrécissement des exports, des exportations. Donc, euh, des, nous avons vu 6% d'impact donc des exportations. Et s'il n'y avait pas cette influence, et si cette influence n'était pas compensée par autre chose, on aurait eu effectivement des chiffres à 5-6%. Mais ce que nous voyons, c'est que cette compensation a eu lieu quelque part. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le facteur clé? Tout d'abord, ce sont des investissements et le rétrécissement des importations. Donc, ces 6%, on a eu seulement en fait 2 points de pourcentage en réalité. Et cela veut dire que la croissance des investissements, on a 1,3% avec des impulsions budgétaires aussi qui ont rajouté quelques points de pourcentage positifs pour cette dynamique positive. Donc, c'est là qu'on arrive à ce chiffre de 1,2. Et en fait, en 2020-2022, pour la première fois en 10 ans, ou peut-être même pendant toute l'histoire post-soviétique, en 30 ans, nous avons vu une politique active, politique budgétaire active de l'État russe. C'est la première fois que nous avons vu une politique contre les cycles, on va dire. Donc, ça veut dire que le gouvernement a essayé de combattre les conséquences de la crise. En 21, en 22, c'était un facteur qui a eu beaucoup d'influence. Et je dirais que ce n'était pas seulement lié aux demandes ou consommation de l'État, mais plutôt à la consommation des ménages et aux investissements de l'État. Donc, si nous regardons l'année dernière, 2023, donc vous avez le chiffre de 3,6, peut-être que ce chiffre va être corrigé jusqu'à 4%. Là, de fait, nous voyons un facteur d'influence négative, c'est les importations, alors que tous les autres facteurs, la consommation des ménages, euh, les investissements, tout cela a eu un impact positif. Et ce résultat que nous voyons ici a de fait compensé l'impact négatif des sanctions que nous avons constaté en 2022. Et bien sûr, pour un analyste qui n'est pas très au fait de l'économie russe, il peut se poser la question de savoir comment c'est possible alors que l'économie russe a été quasiment entièrement isolée du système financier mondial, alors qu'il y a eu des restrictions, des limites très considérables sur la monnaie, et alors que la plupart des marchés qui consommaient nos produits ne sont plus accessibles. Alors, quels sont les facteurs qui nous amènent à cette situation? Alors, nous avons deux facteurs importants, à notre avis, qui ont lancé de fait ce mouvement, cette dynamique contre les sanctions. Donc, tout d'abord, c'est la sortie des sociétés internationales du marché russe. Donc là, je dirais qu'ils se sont tirés dans la jambe parce que, comme sur les autres, comme dans d'autres situations, nous avons constaté une perte de bénéfices par de très grandes sociétés européennes. Donc, si nous regardons le marché de l'automobile, là, on le voit très clairement. Et je pense que la plupart des experts gouvernementaux et non gouvernementaux disent que c'est très peu probable que maintenant les sociétés automobiles, même allemandes, pourraient revenir au marché russe avec des résultats comparables. Parce que le marché russe est déjà occupé par les sociétés chinoises qui sont prêtes à livrer beaucoup d'automobiles. En Russie,
Et donc, si on estime la perspective de 5-10 ans, ils vont aussi passer aux électrocars. Donc, cela veut dire qu'ils proposent, ils proposent tout ce que le marché russe veut avoir. Et même si aujourd'hui ou demain, les sociétés européennes décident de revenir, ils auront du mal à récupérer cette part du marché russe. Et cela se passe sur d'autres marchés de consommation des ménages, de consommation de différents produits. Ensuite, bien sûr, il y a eu cette impulsion fiscale, donc cette politique qui a été déjà testée, on va dire, lors de la pandémie du Covid. Il a eu un impact comparable. Donc, l'État a essayé de soutenir les ménages, la population, et d'un autre côté, soutenir une demande d'investissement, surtout en ce qui concerne les secteurs les plus importants, la défense et d'autres secteurs de cette nature. Donc, ce sont deux facteurs qui ont mené à trois facteurs très importants qui ont soutenu la dynamique économique. Donc, c'est la substitution des importations, tout d'abord. Ensuite, c'est la dépense dans le secteur de la défense. Et troisièmement, c'est la reconfiguration des exportations russes. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce n'est pas seulement une redistribution des produits d'exportation de l'Europe vers l'Asie, mais ce sont les changements de flux logistiques, des mécanismes d'assurance et d'autres facteurs. Donc, ce sont bien sûr des changements très importants qui ont mené à des revenus supplémentaires. Et donc, le résultat que nous constatons, c'est ce que nous voyons sur la ligne du bas de cette slide. Donc, vous voyez bien que, bien sûr, pour substituer les produits d'importation, il faut augmenter l'industrie, le volume de production. Donc, nous avons vu une croissance des capacités et nous pouvons dire que maintenant, nous avons des capacités pour la production de la défense, des produits de consommation, et ces capacités étaient impliquées au maximum. Donc, tout ce qui a pu être lancé a été lancé. Donc, bien sûr, cela a aussi relancé la demande en emploi, en main-d'œuvre. Donc, on a rajouté des heures de travail, on a rajouté des emplois. Et là, on parle ici des entreprises grandes et moyennes qui ont eu besoin de plus de main-d'œuvre. Et il y a eu effectivement un déficit de la main-d'œuvre, j'y reviendrai un peu plus tard, et donc il y a eu une concurrence pour cette main-d'œuvre. Et ici, nous voyons cette situation où il y a une croissance rapide des capacités et nous voyons que les revenus croient dans l'économie pour tous les acteurs, pour l'État, pour les ménages, pour les entreprises. Cela a mené à une croissance de demande également. Donc, nous disons toujours que l'économie est comme une locomotive et c'est assez difficile de le mettre en mouvement, mais quand il se met en mouvement, là, cela permet de garantir que cela va arriver quelque part, parce que cette impulsion qui a été donnée au départ a mené au fait que de nouveaux secteurs d'économie ont été embarqués dans cette croissance. Et donc, quand on parle de ces capacités, de cette croissance, nous avons constaté une croissance en investissement privé et public. Bien sûr, il y a aussi des problèmes et je vais les évoquer.
Donc, j'ai déjà parlé des capacités qui ont été lancées, qui participent aujourd'hui à la production. Donc, nous avons une croissance de 3,5% de croissance de production que nous pouvons comparer à la croissance du PIB. Donc, cela nous amène à penser que cette croissance de la production a été un des facteurs clés de la croissance économique dans l'ensemble. Donc, si nous regardons les facteurs principaux, bien sûr, c'est tout d'abord l'industrie manufacturière. Donc, vous voyez sur le graphique de droite ici sur la slide, justement, les facteurs positifs et négatifs. Donc, vous voyez qu'il y a une décroissance, par exemple dans l'industrie minière, mais qui alors a donné cette croissance que nous constatons. Donc, tout d'abord, ce sont les secteurs de l'économie liés à la défense. Donc, vous avez la production de produits en métal, métallurgie. Donc là, il y a beaucoup de production pour la défense. Il y a aussi le secteur de construction de transport. Donc bien sûr, là, on parle des chemins de fer. Ensuite, la production de l'électronique, des produits, des ordinateurs et autres. Donc ensuite, vous avez également la production agroalimentaire, les transports, l'industrie métallurgique, la chimie et d'autres secteurs. Donc, en fait, si on essaye de savoir quel est l'impact de la production liée à la défense, nous arrivons à peu près à 40%. Donc, il y a 60% d'activité qui n'est pas liée à la défense. Et cela veut dire que il y a différents secteurs qui participent à cette économie. Donc là, nous voyons une tendance à la croissance de la production pour remplacer justement la production des sociétés occidentales qui sont parties. Et deuxièmement, là où il y a eu une demande supplémentaire. Et si l'on parle des produits de métal, donc là, on est à 27% de croissance, 25% de croissance en transport. Donc, si il y a 5 ans, on nous disait que ce secteur pourrait croître de 25%, on serait très étonné. Donc, de fait, c'est cette croissance qui a été prévue si l'on avait lancé un plan de développement économique pour 5 ans. Donc, de fait, on voit qu'en 2023, c'est l'industrie minière qui a été un facteur négatif. Et donc, bien sûr, c'est le PEP plus qui a eu un impact. C'est l'impossibilité d'utiliser l'infrastructure qui était tournée vers l'Occident. Donc, bien sûr, on aura encore cet impact négatif sur ce complexe en Russie. Mais en même temps, cela fait longtemps que nous le disons déjà que ce secteur devrait en fait servir de base pour la croissance économique. Et ce complexe donc minier, il est tout à fait capable de faire cela en se réorientant vers le marché asiatique. Donc, si nous regardons les derniers chiffres de novembre 2023, en les comparant à la même période de 2022, nous avons constaté une croissance de 2,3% de l'emploi. Donc, bien sûr, cela amène à une croissance des salaires. Donc, pendant les 10 mois de 2023, nous avons constaté une croissance de 7,7%. Donc, nous avons constaté effectivement
des problèmes dans le secteur de l'emploi. Il y a un transfert de la main-d'œuvre du secteur des services, surtout les secteurs qui sont liés aux services à la population, vers les sociétés de production, vers l'industrie. Donc là, effectivement, il y a un problème certain parce qu'il y a un déficit de main-d'œuvre et nous allons arriver à une situation qui va bien sûr impacter le coût des services pour la population, notamment. Donc cela veut dire que nous voyons déjà ce problème se dessiner et en même temps, il y aura peu probablement plus de demandes pour l'emploi qu'en 2023 parce que pour avoir encore plus de demandes en main-d'œuvre, il doit y avoir encore plus d'investissements, mais cela ne peut pas arriver aussi rapidement. Donc, on a parlé des côtés positifs. Il faut dire quelques mots sur les défis, sur les risques que nous voyons se profiler maintenant et au moyen terme. Donc là, vous voyez nos estimations de la dynamique économique. Donc, ce sont des méthodes assez simples qui sont employées ici. Donc, qu'est-ce qui est important de noter ici? Donc, tout d'abord, pour la première fois, nous avons vu en novembre 2023 une décroissance de l'estimation du PIB. Vous voyez, c'est encerclé en rouge, cette situation où en novembre par rapport à octobre, nous avons vu une décroissance de PIB. Donc, c'est la première fois qu'on constate cela et cela veut dire que cette période de plus d'un an d'une croissance assez stable a été rompue. Et si l'on compare cela à ce que nous avons constaté dans le secteur des crédits, etc., cela veut dire que tout cela, et y compris les actions de l'État, ont un impact négatif, commencent à avoir un impact négatif. Mais il y a d'autres facteurs en jeu ici. Tout d'abord, c'est le fait que nous entrons dans une période où nous comparons la dynamique avec ce qui se passait l'année dernière. Et il y avait une croissance économique assez rapide l'année dernière. Donc, c'est en comparaison, voilà ce que nous voyons. Et en même temps, nous savons que la récolte a été moindre cette année que l'année dernière. Et cela s'explique par les résultats records de 2022. Qui était record en fait pour toute la période des 10 ou même plus de 10 dernières années. Donc on sait très bien que cette croissance ne peut pas être éternelle. Donc ce que je vous ai montré sur la slide précédente, il y a aussi des signes de ralentissement, on va dire. Et cela nous donne des raisons à penser qu'en 2024, il y aura moins de croissance. Donc, si nous revenons à l'estimation que nous présentons ici dans le tableau, donc vous voyez les premiers trimestres, le deuxième trimestre. Donc, selon nos dernières estimations que nous avons faites à la mi-janvier, nous attendons une croissance de 3,1% pendant le premier trimestre, ensuite 0,9% pour le deuxième, et la totale pour l'année que nous estimons aujourd'hui, donc avec les méthodes que j'évoquais précédemment, les estimations de l'économie, de la dynamique économique avec l'inertie, on va dire, des années précédentes. Là, nous arrivons à un chiffre de 1,6% en comparaison avec les 3,5% pour l'année 2023.
comme je le disais précédemment. Donc, si en même temps on regarde les estimations que nous pouvons faire avec des méthodes un petit peu plus compliquées, avec les paramètres de l'économie mondiale, avec les prix du pétrole, etc., là on arrive à 2% à peu près pour l'année 2024. Donc, on sera probablement dans cette fourchette entre 1,6% et 2%. En tout cas, en ce qui concerne nos estimations de notre institut. Ensuite, bien sûr, un facteur important, c'est le commerce extérieur et le taux de change. À la fin de l'année 2023, nous avons vu une chute assez conséquente du rouble. Donc, qu'est-ce que nous pouvons prévoir pour l'avenir? Donc là, si on regarde le graphique à droite, nous voyons que, de fait, pour la première fois pendant très longtemps, depuis 10 ans au moins, nous avons constaté une chute des revenus en dollars et en euros. Et en même temps, nous avons des besoins de ces monnaies, de l'euro et des dollars pour payer des services et d'autres produits. Donc, nous voyons que, et il faut comprendre aussi que le grand volume de commerce se passe aujourd'hui en roubles, en yuan et d'autres. Et en même temps, nous avons besoin d'autres monnaies de réserve pour d'autres choses. Et cela veut dire qu'on arrive à une situation où il y aura un impact très considérable sur le taux de change. Et cela nous amène à des risques assez conséquents. Donc, toute restriction, en fait, visera à une stabilisation de la situation du point de vue de l'inflation, d'autres facteurs, d'autres paramètres. Mais si l'on prend en compte ces images que nous voyons devant nous ici, nous voyons clairement que ce n'est pas seulement un problème de taux clé, mais un problème de balance commerciale. Et cela veut dire que cet impact négatif est possible, malheureusement, à l'avenir également. Donc, c'est une contradiction avec ce que la Banque centrale nous dit en termes de stabilisation possible de la situation, en inflation et le système financier dans son ensemble. Ensuite, bien sûr, l'un des sujets de notre séminaire, c'est la situation et la possibilité d'une politique active à l'heure où les taux d'intérêt sont élevés. Donc là, on est à 16% et en même temps, le taux moyen est à 12,5%. La rentabilité est notée ici. Donc là, vous pouvez constater les différents chiffres. Mais ce qui est important de noter ici, c'est que le niveau de ce taux pour 2024 et peut-être même plus tard, il y aura de plus en plus d'outils qui pourront nous donner la possibilité d'avoir des achats à un taux moindre. Et donc, par exemple, en 2024, nous avons les possibilités de ces crédits sur ces canaux qui seront en fait un facteur clé. Donc, il est clair que ce niveau du taux
directeur pour les personnes physiques est bien sûr beaucoup plus élevé que le taux pour les crédits pour les organisations non financières, donc pour le business, pour les affaires. Cela nous amène déjà à une décroissance des crédits à la consommation durable, et je pense que nous le verrons aussi sur le marché, sur d'autres marchés. Donc, hier, on a vu les chiffres qui nous disent qu'à Moscou et Saint-Pétersbourg, il y a presque moins de 30% de prêts qui sont délivrés en comparaison avec l'année dernière. Donc là, si on n'a pas de mesures de compensation et si le taux ne décroît pas, malheureusement, il est possible que ces chiffres de 1,6 ou 2% de croissance de PIB seront assez réalistes, et cela veut dire que il y aura un ralentissement notable dans la consommation des ménages. Et cela représente un certain risque, mais en même temps, il faut comprendre aussi que nous parlons ici des risques du ralentissement de la croissance, mais c'est quand même de la croissance. Donc là, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui peut se passer. Et bien sûr, c'est une question ouverte parce que du point de vue de nouvelles tendances, nouveaux changements, il y a encore des réserves. Et je pense qu'il faut suivre très attentivement ce qui va se passer à la fin du mois de mars, après les élections présidentielles, début avril, parce que c'est là que nous allons voir certainement des décisions qui pourront peut-être reformater en quelque sorte ce système de stimulation de l'économie. Peut-être qu'il y aura d'autres objectifs qui vont être déclarés. Il y aura peut-être de nouveaux outils financiers lancés également. Donc, c'est 1%, c'est 1,6% peuvent aussi s'améliorer comme facteur. Merci. Merci beaucoup. Je propose de donner un tout petit temps de questions-réponses. S'il y a vraiment des questions pour préciser peut-être quelques points, donc nous allons revenir à l'écran pour voir toute notre salle. Donc, Alexander, Monsieur Gotowski, je vous en prie, juste une question très brève et une réponse très brève. Voilà, une question très brève, effectivement. J'ai fait aussi une estimation dans les régions, sur les régions. Je vais y revenir dans mon intervention plus tard. Mais quand on parle de la croissance de la demande, et d'un autre côté, on parle d'un déficit de main-d'œuvre, de cadres, et l'impossibilité d'élargir cette croissance liée au déficit de technologie. Qu'est-ce que vous pensez des activités, des sociétés, en termes de modernisation, de nouvelles technologies, etc. Oui, je pense que ce qui est le plus important, c'est la situation sur le marché de l'emploi. Parce que là, on est passé du marché des employeurs au marché des employés. Et c'est très bien, je pense que c'est très bien. Parce que nous avons longtemps parlé des salaires très bas et qui était un facteur qui ne donnait pas la possibilité à la croissance. Et là, en fait, il y a tous les facteurs qui sont en place pour que ça se produise. Donc, dans l'industrie manufacturière, en fait, on voit tout ce qui se passe dans l'industrie des transports et d'autres secteurs. Donc, c'est pour moi le plus important. Donc, les investissements, c'est un facteur
secondaire. C'est important, bien sûr, aussi. Et il y a un déficit de produits sur le marché, donc il est clair que les sociétés vont essayer d'investir, mais le taux directeur, pour ceux qui n'est pas lié à l'État, c'est un problème. Et pour ceux qui est lié à l'État, ils ont d'autres canaux et cela va les aider considérablement. Et bien sûr, c'est un problème qui persiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais passer la parole à Jacques Chapir pour discuter. Merci pour vos commentaires et votre discussion. Jacques, est-ce que vous pouvez allumer le micro, s'il vous plaît? Извините, да. Oui, comme d'habitude, l'intervention de Sacha est absolument phénoménalement intéressante. J'en retiens deux choses qui me semblent importantes. La première, c'est que effectivement, le gouvernement a bien réagi en termes de politique contracyclique. La politique contracyclique perdure à peu près jusqu'à octobre de 2023. Après, il y a une divergence qui est induite par la politique de la Banque centrale de Russie. Le deuxième point, c'est que, et ça, c'est quelque chose, je crois que personne d'entre nous ne l'avait réellement mesuré. Le fait que le départ des entreprises occidentales de Russie a été perçu comme une opportunité pour les entreprises russes de prendre de nouvelles parts de marché. Bon, bien sûr, on pouvait penser que ça se passerait en partie, mais pas à l'échelle à laquelle ça s'est produit. Et c'est ce qui explique très probablement le fait que l'investissement privé ait été aussi important. Et ça, c'est quelque chose qui doit toujours nous rappeler que la dimension microéconomique est importante pour faire de la macro. Voilà, ça, c'est un point absolument fondamental. Après, le fait que, à la fois à travers l'action des entreprises privées, mais aussi à travers l'action de l'État, le fait que les revenus des acteurs soient restés élevés, je dirais pratiquement d'octobre 2022 pour ce qui est du revenu des ménages jusqu'à la fin de l'année 2023, ça a été évidemment un effet, je dirais, permissif pour cette croissance de l'investissement. Le point sur lequel je voudrais poser une question est celui-là. Oui, bien sûr, les taux d'élevés sont très élevés. Bon, c'est un fait. Mais les taux d'intérêt, en réalité, portent sur le revenu nominal, que ce soit des entreprises ou que ce soit des ménages. Quand vous achetez un crédit à un moment donné, le taux d'intérêt porte sur la valeur du crédit. Et cette valeur du crédit, elle est une valeur nominale. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de taux d'intérêt indexés sur l'inflation actuellement en Russie. En tous les cas, je n'ai pas vu dans les statistiques de la Banque centrale, je n'ai pas vu ça comme de manière très importante. Or, si les revenus réels augmentent, les revenus nominaux augmentent encore plus du fait de l'inflation. Donc, je me demande si, en réalité, les acteurs n'ont pas, à travers cette hausse des revenus nominaux, une capacité de résister à des taux d'intérêt élevés. Et en annexe à cette question, une deuxième question,
est-ce que, de fait, pour que se maintienne la dynamique économique, la Russie n'a pas besoin d'inflation? Ça peut sembler assez provocateur, mais je pense que, comme en France dans les années 1950, 1960 et le début des années 1970, nous avons déjà connu cette situation en France, hein, je le dis tout de suite. Le maintien d'un taux d'inflation de l'ordre de 4 à 6 en Russie. En France, il était plutôt de l'ordre de 3 à 5. Mais bon, de 4 à 6, compte tenu des conditions russes, n'est pas nécessaire pour que la Russie continue sa progression dans la mesure où le salaire réel continuerait aussi d'augmenter. Et ça, c'est un point absolument important. Ce que l'on constate, si on reprend les statistiques françaises sur les années 50, 60 et 70, on avait une inflation, mais le revenu réel des ménages augmentait. Donc, ça veut dire qu'il y avait des salaires qui étaient très supérieurs à l'inflation, qui étaient largement supérieurs à l'inflation. Et ceci a alimenté le mécanisme économique. Donc, je me demande si ce n'est pas ça, en réalité, qui permettrait, pour les prochaines années, à l'économie russe de supporter justement ces taux d'intérêt élevés. Merci. Merci beaucoup, Jacques. Ce dernier point sur l'inflation, c'est tout à fait juste. Euh, Aussi, dans tous les textes qu'on écrit, toutes les interventions, on parle de ce que l'inflation est liée d'une part au fait que l'économie est en train d'évoluer structurellement et surtout certaines sphères sont en train de s'évoluer et on doit payer pour ça. Et l'autre point, c'est que pour nous, ce qui est important, c'est d'assurer la croissance stable des revenus réels des ménages et un fonds d'inflation plus élevé est peut-être vraiment nécessaire parce que s'ils étaient moins élevés, les chiffres, donc les revenus réels seraient moins élevés et les possibilités d'évolution structurelle et d'amélioration d'efficacité de l'économie seraient moins élevées aussi. Merci, chers collègues.